Mesdames, Messieurs, notre invité ce soir, le docteur Michel Innocent Peya. C'est pour éclairer la lanterne de la presse internationale et de la diaspora africaine à Paris en France sur la situation sociopolitique au Congo que l'écrivain-chercheur Michel Innocent Peya, docteur honoris causa en question de paix et prévention de conflits en Afrique, est allé encore affronter ce public. La présidentielle du 20 mars, les attaques armées survenues dans les quartiers sud de Brazzaville, leur mauvaise interprétation par certains médias, l'ingérence de quelques personnalités françaises et du Parti socialiste dans les affaires intérieures du Congo, voilà autant de questions abordées par Michel Innocent Peya dans cet échange à bâton rompu. Un exercice auquel il s'était déjà livré ici même à Paris avant la tenue de l'élection présidentielle le 20 mars. Michel Innocent Peya, vous êtes docteur honoris causa en paix et prévention des conflits. Dans vos différentes communications à travers le monde, vous avez justement fait de la paix et de la prévention des conflits vos credos. Quelle réaction avez-vous, disons à chaud, au moment où des tragédies frappent les populations de Brazzaville Sud? Je voudrais d'abord vous remercier pour votre disponibilité, malgré d'innombrables occupations dues à vos rangs et prérogatives. Et concernant la première question qui vient d'être posée, je voudrais dire que mon pays, la République du Congo, venait d'être secoué et je m'incline devant la mémoire de ces victimes. Je voudrais adresser toutes mes condoléances à ces différentes familles touchées et aussi témoigner que c'est tout le Congo dans son entièreté qui a été touché. Et je condamne avec fermeté ces actes de barbarie et dans le souhait que ces genres d'actes ne se reproduisent plus dans notre pays. La Cour constitutionnelle de votre pays vient de valider les présidentielles du 20 mars, mettant M. Denis Sassou Nguesso vainqueur de cette élection. Pensez-vous que le peuple a choisi la voie de la raison plutôt que celle de la folie? Je voudrais dire une chose. Partout au monde, on dit que le peuple est roi. La voix du peuple est la meilleure. Dans mon ouvrage « Entre le bon sens et la ténance absolue », j'ai défini un concept de l'agent économico-politico-intelligent, où le peuple est devenu un agent économico-politico-intelligent, l'homme qui choisit en connaissance de cause. Si le peuple a fait son choix, je ne me vois pas aujourd'hui dire le contraire sur le choix qui a été opéré, d'autant plus que j'ai présenté dans mon ouvrage deux voies. La première, c'est celle du bon sens, et la seconde, c'est la ténance absolue, où les peuples devaient librement, chacun en ce qui le concerne, choisir la voie idéale. Et de par le choix de tout un chacun, j'estime que la voie du bon sens était celle qui pouvait conduire les nations à la paix, à la stabilité et au développement. Et celle de la ténance absolue pouvait conduire les nations à la dérive. Mais j'ai présenté les deux fois, il revenait à tout un chacun de choisir. Donc si le peuple a choisi, je m'incline devant le choix du peuple. Michel Innocent Peya, il apparaît que parfois les choix sont cornéliens. Il y a que parfois au Congo, certains ont dit que le président Denis Sassou Nguesso était là depuis un peu plus longtemps et qu'il fallait qu'il parte. En réalité, selon les concepts tels que nous les avons définis, le pouvoir vient de l'au-delà. J'ai parlé de la spiritualité du pouvoir. Donc, le choix peut être fait par l'au-delà avant que les hommes ne se prononcent. Par subjectivisme. Et les hommes ne font que confirmer le choix, le destin qui est opéré par l'au-delà. C'est ce que j'appelle la spiritualité du pouvoir. Il ne s'agit pas de le vouloir, d'affirmer ses ambitions, de le désirer,
mais le pouvoir lui-même se choisit les hommes avant que ce choix ne soit entraîné par le peuple. Dernièrement, vous avez parlé de la race des hommes rares qui vont et reviennent. Je me demandais si le président, si vous pensez que les Congolais voient le président Denis Sassou Nguesso comme cet homme. À ce sujet, j'avais parlé du président Pascal Lissouba qui disait « Nous sommes les scientifiques, nous croyons au hasard. Mais quand le hasard se répète, ce n'est plus du hasard. » Donc pour moi, les hommes qui vont, qui reviennent, ce n'est pas du hasard et c'est des gens et qui doivent avoir les destins liés à leur nation. J'ai parlé tout à l'heure de la spiritualité du pouvoir. J'ai d'ailleurs défini ce concept dans mon ouvrage. En effet, pour prétendre diriger, il ne suffit pas seulement d'avoir et d'affirmer son ambition. Il ne suffit pas seulement de le désirer ou de le vouloir ou encore de se sentir capable. Encore, il faut qu'au-delà de la simple possession des qualités et compétences extraordinaires, avoir une valeur intrinsèque et sûre. Il faut être un homme d'État. Par homme d'État, nous voyons un homme pas comme les autres, un authentique serviteur de la République caractérisé par l'éthique, la gouvernance, la déontologie politique. Il ne suffit pas de chercher le pouvoir. Le pouvoir lui-même se choisit, un homme a volontairement de se jouer par le peuple. Ça s'appelle la spiritualité du pouvoir. Aujourd'hui, on remarque que dans beaucoup de pays, il n'y a que la crise économique frappe. En Afrique, notamment dans un pays comme le Congo, qui est tributaire de ses matières premières, notamment le pétrole, il y a un véritable désastre dans le secteur avec cette chute effrénée des cours du pétrole. Alors, comment finalement cet homme rare va-t-il se distinguer des autres? Je venais de l'expliquer. Ils sont nombreux au monde. Ceux qui vont, qui reviennent, qui sont partis du pouvoir, qui sont revenus encore. Ils sont nombreux au monde. Dont le président Poutine, qui est parti, qui est revenu. Le président Kérékou, qui était parti, qui est revenu. Ils sont nombreux au monde. Charles de Gaulle aussi est parti, est revenu. C'est des gens qui ont des destins liés à leur nation. Donc, le pouvoir s'impose à ces hommes. Pour moi, il ne s'agit pas de tenir les armes. Il ne s'agit pas de développer tout ce dont on peut penser, mais le pouvoir lui-même se choisit des hommes. Autrefois, on disait même que tout pouvoir vient de Dieu. Mais si Dieu établit un homme, comment nous, les hommes sur terre, nous pouvons contredire le choix fait par Dieu? Parce que même si vous bourrez les urnes, même si vous faites la tricherie à outrance, mais quand vous n'avez pas la notion de spiritualité, de pouvoir, vous ne faites pas long feu, vous venez vous balader. Alors justement, Michel Innocent Peya, on y est, les Congolais se sont choisis Denis Sassou Nguesso, mais cette élection, elle est sujette à caution pour les candidats non élus et les remous sont sans fait sentir. L'Afrique, Michel Innocent Peya, cette Afrique, aurait-elle finalement le monopole de la contestation électorale? La contestation électorale n'est pas seulement d'essence africaine. Et même en Occident, il y a des contestations. Vous vous souvenez, en novembre 2000, il y a 16 ans aujourd'hui, George Bush fils et Al Gore avaient eu ce même problème de contestation des résultats électoraux. Ils sont allés même jusqu'à reprendre... on a dû recompter les voix une à une, oui, on se souvient. Oui. Jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle, au dernier ressort, a validé les résultats en faveur de George Bush fils. Oui. Et en 2007, puisque nous sommes en France, il y a eu ce même problème entre le président Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Il y a eu encore ce même problème lors de l'élection
à la tête de l'UMP entre François Fillon et François Coupé. Oui. Donc, ce n'est pas seulement en Afrique où il y a contestation. Qu'à cela nous tienne, il y a toujours contestation des résultats électoraux en Afrique comme partout. Mais ce n'est pas le fait d'organiser les élections qu'on doit nécessairement les emporter. Le président Sassou a organisé les élections en 92, il a été battu, il a laissé. Il n'a pas contesté. Il n'a pas contesté, il est parti. Nous avons eu le même cas au Sénégal avec le président Abdoulaye Wade et le président Macky Sall. On a eu le même cas en Zambie, en Tanzanie, au Nigeria, au Niger. Le cas le plus récent, c'est au Bénin, où le Premier ministre Sansou, et qui était comme le dauphin du président Yahya Boni, a organisé les élections. Il les a perdues, il est parti. Donc ce n'est pas le fait qu'on organise une élection qu'on doit obligatoirement l'emporter. Osambe Okinzonzi. Alors, revenons un peu à cela. En quoi Osambe Okinzonzi, résumé ici par Laba Palabre, a cette vertu finalement du dialogue? Osambe Okinzonzi, c'est une forme de démocratie et qui existait dans nos sociétés depuis la nuit des temps. C'est un dialogue, un moyen permettant le règlement des différends en faisant justement recours à notre tradition, comme le faisaient nos aïeux depuis la nuit des temps. Parce que les conflits existaient depuis comment faisaient nos aïeux pour les régler. Justement, ils faisaient recours à cette forme de démocratie qui existait depuis cette époque. Nous ne pouvons nous empêcher de revenir sur la présidentielle du 20 mars. Au regard des contestations qui en ont découlé en s'appuyant sur le substrat même des valeurs africaines que vous défendez, comment devrait se décliner l'avenir politique du Congo? Dans la vie d'une nation, il y a un temps pour toutes choses. L'heure de la discussion est passée, où il y a eu confrontation des idées. Et nous avons un chef d'État qui est élu, comme je l'ai dit. Il y a un temps pour le débat, mais aussi un temps pour l'unité et la reconstruction. La nouvelle République nous offrira la paix, la sécurité, la stabilité et la cohésion nationale. Mais le chef d'État, qui est nouvellement élu, en tant que homme providentiel, charismatique, visionnaire, rassembleur, il saura rassembler toutes les filles et tous les fils autour de son projet de société, la marche vers le développement, pour que le pays atteigne les objectifs économiques, politiques et socioculturels dans le temps et de l'espace. Docteur Michel Innocent Peya, bonsoir. Bonsoir. Jarel Sika pour Les Échos du Congo-Brazzaville, site d'information et d'analyse. J'ai une question, docteur. Dans les troubles qui ont suivi la présidentielle du 20 mars dernier au Congo, votre pays, la jeunesse congolaise a une fois de plus été manipulée. Que pensez-vous de certains responsables politiques qui instrumentalisent les jeunes alors qu'eux-mêmes vont, semble-t-il, se planquer dans des ambassades? La jeunesse est utilisée comme marchepied pour permettre à certains hommes politiques d'atteindre leurs objectifs, pendant que la jeunesse congolaise et africaine a des Kalachnikov dans ses mains. Les mêmes hommes politiques ont leurs enfants à l'étranger de manière générale, dans des McDonald's, dans des KFC, dans des Quick et dans des pizzerias, pendant que les jeunes sont instrumentalisés
avec des kalachnikovs aux mains. Et c'est ce qui se passe un peu partout dans le continent. C'est pourquoi nous condamnons ce genre d'actes. Je voudrais saisir cette occasion pour dire que la jeunesse congolaise était le sel et la lumière. Par la symbolique sel, elle donne la saveur et du sens à l'existence de la République du Congo. Par la symbolique lumière, elle éclaire et permettra que la République du Congo brille. C'est pourquoi nous condamnons ce genre d'actes où de plus en plus la jeunesse est à la merci des hommes politiques. C'est d'ailleurs le combat que nous menons depuis près de 3 ans. J'ai eu l'occasion de le dire lors de la conférence de débat que j'ai animée à la Sorbonne, à Amiens, à l'université Marion Ngouabi de Brazzaville. Je l'ai dit un peu partout où je suis passé. J'ai condamné ces genres d'actes. J'ai parlé de la génération des années 70, des années 80 et des années 90. J'ai d'ailleurs expliqué, quand vous voyez le terrorisme à travers le monde, c'est les mêmes générations. Quand vous voyez les différentes guerres civiles dans le monde, c'est les mêmes générations. C'est pourquoi je condamne avec fermeté ces genres d'actes. Alors, Michel Innocent Peya, vous avez évoqué l'université Marion Ngouabi. Vous disiez à cette jeunesse, soyez le centre de vous-même plutôt que la périphérie des autres. C'est assez philosophique comme invite. Oui, à l'université Marion Ngouabi, je disais aux jeunes qu'ils devaient être le centre d'eux-mêmes et non la périphérie des autres. C'est-à-dire que les jeunes devaient plus se soucier de leur avenir que d'être à la solde des hommes politiques qui les utilisent à leur fin. Vous avez, dans vos écrits et notamment dans votre livre « Entre le bon sens et l'alternance absolue », évoqué le cas de figure de la situation en cours dans votre pays. Et je me demandais, de manière générale, comment est-ce que vous analysez ces événements, puisque comme vous l'avez écrit, on peut dire que la termitière a été secouée finalement. J'ai fait allusion au départ brutal de la reine-mère et ses effets dans la vie des nations. Donc, les conséquences du départ brutal de la reine-mère. C'est pourquoi j'avais parlé d'un certain nombre d'États, ici, au niveau de la couverture de mon ouvrage, qui ont connu le départ brutal de leurs différents leaders et qui aujourd'hui se retrouvent dans le chaos, dans la Libye, l'Irak, la Côte d'Ivoire après Houphouët-Boigny. J'ai essayé de développer les conséquences du départ brutal de la reine-mère quand un chef d'État est délogé de manière brutale. J'ai essayé de faire la métaphore. La termitière ici est vue comme un État. Quand vous venez déloger une reine-mère, elle va devoir quitter la termitière. Mais quand elle quitte cette termitière, elle s'en va avec sa garde, les fourmis qui l'entourent, et la termitière devient une coquille vide. Et les nouveaux occupants vont venir, les nouveaux locataires vont venir faire leur loi. Et c'est là où le chaos va régner. Le crocodile voudra faire sa loi. La souris voudra faire sa loi. Le serpent voudra faire sa loi. Le millipate voudra faire sa loi. Entre tout cet ensemble des animaux, qui peut garantir l'entretien de cette termitière qui a été miraculeusement construite? Qui peut l'entretenir? Qui peut garantir sa survie? Au plan humain, quand un leader charismatique, visionnaire, qui a un aura, est délogé de manière brutale, il va quitter le pays. Et c'est le chaos qui va régner. C'est là où on va parler du pillage, des assassinats, des viols. Alors, ce que le Congo a connu
c'était qu'une tentative de vouloir déloger la reine-mère. Et voilà qu'en une seule journée, il y a eu autant de morts à cause de la tentative du délogement de la reine-mère. En une seule journée, on a eu le déplacement massif des populations. On a eu des édifices publics saccagés, brûlés. On a eu une mairie brûlée où les actes de naissance, les diplômes en cours de visa et signature ont été brûlés. Les actes de naissance, les passeports. Du coup, toute la monographie a été brûlée. C'est une partie de l'histoire du pays qui a été brûlée à cause de la tentative du départ forcé de la reine-mère. Mais si nous intériorisons la notion de spiritualité, comme je vous l'ai dit, même quand il y a bourrage des urnes, quand ce n'est pas ton jour, même quand vous prenez le pouvoir par force, vous ne jouissez pas de ce pouvoir. Mais donc, quand les hommes auront intériorisé ça, il n'y aura plus de guerre, il y aura élection. Même si vous trichez, vous vous installez de force, vous ne jouissez pas de ce pouvoir parce que vous n'avez pas été choisi, vous n'avez pas été prédestiné. Mais alors, comment justement prévenir de tels conflits? Et pour prévenir de tels conflits, c'est ce que je vous ai défini tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai parlé d'une démocratie fondée sur le dialogue, le consensus, la concertation, le compromis, la tolérance, l'amour du prochain et le recours vers nos valeurs ancestrales. J'ai parlé de la participation de tous les acteurs à la gestion de la chose publique. Associer toutes les couches sociales à la gestion de la chose publique. C'est un moyen d'apaiser les crises, les conflits, les tensions. Quand tout le monde se retrouve dans la gestion de la chose publique, on aura apaisé les crises, on aura diminué les guerres, les viols, les assassinats. Que répondez-vous à certaines personnalités et partis politiques, notamment Loïc Lefroc-Frigeon et le Parti socialiste français, qui, de la place de Paris, ont placé un changement de régime au Congo, quel qu'en soit le prix, plus de 50 ans après l'indépendance? Comment analyser ces propos qui rappellent une époque révolue? La démocratie, qu'elle soit en Afrique, en Amérique, en Asie, partout ailleurs, la démocratie est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Mais si le peuple a fait son choix dans un pays, je ne vois pas qui peut aujourd'hui dire le contraire d'un choix qui a été fait par le peuple. Parce que le peuple a choisi. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'agent économico-politico-intelligent qui est devenu le peuple. L'homme qui choisit en connaissance de cause. Alors, si le peuple a fait son choix, parce que on ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Je crois que ce que devait faire, c'était responsable des pays à vieille démocratie, des pays expérimentés, des pays déjà arrivés, des pays qui sont en phase de la cueillette et de la consommation, des pays qui ont déjà réussi. Ce qu'ils devaient faire, c'est d'assister, c'est d'aider, c'est d'accompagner les nations à jeune démocratie. C'est de permettre à ces nations qui se cherchent, des nations qui sont en phase de plantation, ils devraient permettre à ces pays d'implanter petit à petit,
dans leur pays la démocratie en tenant justement compte de leurs spécificités, de leurs particularités, des réalités économiques, politiques et socioculturelles de ces pays, en tenant justement compte de l'histoire vécue par cette nation, en tenant justement compte des objectifs que cette nation se fixe. Voilà le rôle qui devait assurer, d'accompagner ces nations, de les assister. Parce que j'estime qu'on ne peut pas aujourd'hui appliquer les mêmes mesures à une personne qui est en année de master, à une personne qui est en année doctorale, appliquer les mêmes choses, les mêmes leçons, le même examen à une personne qui est en maternelle, sinon à l'école primaire. Voilà, il y a un gros décalage. Une personne qui est en année de master, en année doctorale, vous appliquez le même examen, les mêmes mesures, les mêmes règles à une personne qui est en primaire, en maternelle, qui se cherche. Je crois qu'on ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Vous sillonnez le monde pour vos conférences et vous êtes régulièrement au contact de cette diaspora au point de lui donner une valeur ajoutée pour le Congo. Qu'en dites-vous? On ne peut pas parler d'un développement économique sans la diaspora. Je disais que la diaspora constitue une lumière. Elle éclaire les compatriotes au pays pour leur permettre de faire le bon choix. La diaspora contribue énormément au développement des différents pays d'origine. D'ailleurs, la Chine aujourd'hui est devenue ce qu'elle est à cause de la grande contribution de la diaspora de par l'importation du savoir et du savoir-faire. C'est pourquoi la diaspora occupe une place de choix, parce que par elle, on importe le savoir et le savoir-faire. D'où elle contribue énormément au développement des différents pays d'origine. J'invite mes compatriotes, ceux pour la plupart qui ont eu l'occasion d'échanger avec moi, je les invite, pour ceux qui sont disponibles, à rentrer au pays pour qu'ensemble, nous multiplions nos efforts pour le développement de notre pays. Michel Nossampeya, au moment où nous nous acheminons vers la fin de cet échange, aurez-vous une préoccupation que nous n'avons pas abordée dans ces échanges justement? La vie de la nation étant dynamique, donc nous aurons les occasions d'échanger, de discuter avec vous sur les sujets d'actualité qui secouent l'Afrique et le monde. Je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier de votre disponibilité, d'avoir consacré de votre temps. Avant de mettre un terme, soulignons tout de même qu'à travers ces échanges enrichissants, chacun de nous se sera conforté dans la nécessité de préserver les valeurs qui sont le socle de notre société. Nous en conviendrons tous, sans doute, notre invité, Michel Nossampeya, reprécise les contours de la démocratie africaine, parfois mal saisis, du fait des a priori culturels des uns et des autres. Autant vous dire, monsieur Michel Nossampeya, en soutenant cette thématique et en l'élevant au niveau qui est désormais le sien, vous avez édifié plus d'un humain au-delà des frontières géographiques qui sont les vôtres. De quoi vous dire sans se tromper que désormais, vous n'appartenez ni à votre pays, le Congo, ni à l'Afrique, votre continent, mais vous appartenez à l'humanité pour le bien-être de laquelle vous œuvrez. Alors, Michel Nossampeya, merci.
Merci.